explique-nous. Donc, et encore une fois, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai toujours un peu regretté qu'on n'ait pas assez de temps, de place autour de la table, etc. pour aller plus deep dive sur les sujets dev, on va dire, et en tout cas tout ce qui tourne autour du monde du développement. Donc il y avait une grosse news qui avait été annoncée, qui est GitHub Copilot Workspace. Exactement. Du coup, et tu vas prendre le temps de nous l'expliquer. Du coup, voilà, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? On doit en retenir quoi? Alors, du coup, GitHub Copilot Workspace, c'est l'IA dans le développement, voilà, l'intégration de l'IA dans le développement applicatif. Alors, un petit peu de contexte, donc d'où ça vient. Bon, déjà, l'IA dans le développement, on part pas de zéro, donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc voilà. C'est même la première finalement, hein, parce que je rappelle quand même que GitHub Copilot est sorti avant le premier tout le reste. côté Microsoft. Effectivement. Et du coup, voilà, donc le GitHub Copilot, comme tu le disais, est sorti au courant 2021, il me semble. Et donc là, c'était le début vraiment de l'implémentation, du code auto-implémenté, de la facilitation pour les développeurs de générer du code. Donc c'est t'es où, hein? T'es dans un IDE, un environnement de développement type Visual Studio. Visual Studio Code. Et du coup, depuis 2021, ce que tu dis, 2022, je sais plus d'ailleurs, mais peut-être 2021. Entre 2021 et 2022. Ça. En fait, il y a eu les pré-versions, c'était 2021. Exactement. Et du coup, tu peux questionner une IA générative qui te facilite ton développement. Ouais, et surtout, c'était surtout de l'autocomplétion à l'époque. Donc, qui va, suite au début de code que tu vas rentrer, essayer de prédire un petit peu la fonction. C'était le premier modèle à l'époque, donc c'était un gros T9. C'est ça. Je n'osais pas le dire parce que je voulais pas que mais vous êtes vulgaire, monsieur. Mais c'est ça. Les premières versions de GPT-3, c'était à peu près ça en réalité. Ça. Donc tu avais ça au début. Voilà. Et donc, de là, il y a eu, en 2023, il y a eu la sortie du chat intégré à GitHub. Donc, du coup, qui permettait en langage naturel, créer des fonctions, aller un peu plus loin. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec aller un peu plus loin. Donc, si on dit on peut créer du code à partir de rien en langage naturel. Mais c'est pas encore très bien ordonné. C'est-à-dire que c'est compliqué de structurer son code, d'essayer de faire fonctionner le tout. Et donc, là, j'en viens au point principal. Donc, GitHub Copilot Workspace, c'est vraiment la restructuration de la génération de code. Et donc, le fait de vraiment tout rassembler en une seule boîte à outils. Okay. Donc, pour simplifier justement la génération de code d'une feature, d'une tâche, d'un bug. Donc, en gros... Donc, si on reprend là par rapport à ce que tu nous as dit... on avait avant GitHub Copilot, c'est le nom, hein, qui est à peu près, je pense, l'IA-Gen sur lequel le moins de personnes reviennent. C'est-à-dire tu rencontres pas un développeur qui l'utilise qui te dit que c'est mauvais. Tout le monde te dit je pourrais pas m'en passer. Aujourd'hui, hein, c'est à peu près le message qu'il y a, et je sais plus combien c'est de millions d'utilisateurs, mais c'est juste monstrueux. C'est énorme. Et donc du coup, tu avais ça. Là, si on parle de Workspace, on parle de quoi? Du même produit, d'un produit en plus? D'une fonctionnalité? Alors, en fait, c'est le même produit, c'est-à-dire que ce sera intégré dans ta licence Copilot. Ok. Mais du coup, en fait, c'est un outil supplémentaire qui va être un espace de travail dans lequel, qui va être spécifique justement à l'outil précisément de Workspace, donc qui va être de la génération de code via du langage naturel et de la réadaptation au fur et à mesure des changements que tu fais. Donc là, c'est pas très clair, mais je vais le structurer. Si. Et du coup, donc, on va sur un portail dédié pour toi? Oui, c'est ça. Alors, on parle de tout ça et je mets toujours de l'imparfait, etc. Parce que, du conditionnel, parce que c'est, je crois, une technical preview ou quelque chose comme ça. On est c'est encore pas disponible encore. Donc, on marche sur les infos qu'on a. C'est ça. Et donc, du coup, a priori, donc une plateforme supplémentaire, un portail dédié. C'est ça. Et donc, en fait, de cette plateforme-là, tu pourras partir d'une tâche. Ouais. Et donc, en gros, tu vas expliciter ta tâche. Donc, ça va être soit corriger un bug connu. Donc, par exemple, j'ai un bug sur telle partie de mon application. J'aimerais résoudre ce bug de telle manière. Mais tu sais pas d'où il vient. Tu dis j'ai un bug. Voilà, j'ai un bug et c'est censé faire cette fonctionnalité-là et pas celle qui est actuellement. Il est capable de prendre le ticket DevOps qui va parler du bug. C'est-à-dire qu'au lieu de décrire le bug, peut dire ce ticket et du coup du ticket il remonte sur la story et sur le contexte. Alors oui, tu peux partir d'une issue GitHub au final et du coup partir de cette issue pour créer justement ton flow qui va
que je vais t'expliquer juste après. et du coup, en fait, on parle de cette task et derrière, tu vas pouvoir interagir avec lui. Il va te présenter un petit plan et tout ça. Tu vas pouvoir interagir avec lui pour justement modéliser un peu les changements que lui il va effectuer sur ton code et sur ton repo. Et derrière, toi, tu peux faire les modifications que tu veux. C'est-à-dire que si il va te générer un code qui te plaît pas ou qui a des bugs, c'est possible, parce que si tu une IA, c'est pas non plus indéfectible. Du coup, là, derrière toi, tu vas pouvoir modifier toi-même le code que lui t'aura généré sur les fichiers qu'il t'aura généré et derrière réadapter en fonction de tes besoins. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens d'évoquer, c'est que ça résonne pas mal avec tout ce qu'on a traité avant. Tu dis déjà, il va te présenter un plan. Et il faut comprendre que la notion de présenter un plan, c'est vraiment ce que font les IA de raisonnement, en fait. C'est elle t'annonce le plan que potentiellement elle va pouvoir, sa stratégie et comment elle s'imagine le résoudre. Donc elle te demande ton avis, elle te consulte en fait. Exactement. Elle te dit, moi, de ce que tu me dis, je pense faire ça, est-ce que ça te va ? Ouais, c'est ça. Et après, ça peut être du multi-impact de ce que je comprends. C'est-à-dire que pour résoudre ton bug, peut-être qu'il y a plusieurs actions qu'elle peut mener, c'est ça ? Ouais, en clair, alors ce qui va se passer, il y a des étapes très claires qui sont décrites dans le flow de GitHub Copilot Workspace. Et donc ça va être, dans un premier temps, d'écrire ta tâche, donc, ou ton bug, ton issue. Et derrière, il va te générer des spécifications, donc des specs techniques qui vont être écrites en langage naturel avec toutes les étapes de la résolution de ce bug ou de la réalisation de cette tâche. Et donc ça va être des tâches imbriquées. Donc comme nous, on pourrait faire un plan, par exemple sur une nouvelle feature d'un projet, on dit ok, alors la feature principale c'est tel intitulé, et derrière ça représente toutes ces sous-tâches-là. Et donc lui, il te le décompose et te fait un preview de ce que lui va potentiellement faire sur ton code. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, on passe sur justement la planification de ces specs. Et donc la planification, qu'est-ce que c'est ? C'est quel fichier je vais toucher en fait pour réaliser cette tâche-là ou résoudre ce bug. Et donc de là, tu as la liste de fichiers qui va être impactée et les tâches expliquées en langage naturel qui vont être effectuées sur tes fichiers. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais faire ? Donc là, c'est une des étapes les plus importantes parce que tu vas avoir un différentiel entre ton code d'avant et ton nouveau code. Et donc de là, tu vas pouvoir, toi, faire des modifications, soit directement dans le plan, donc en lui disant, OK, en langage naturel, cette tâche-là, je ne la veux pas, donc je la vire, mais je préfère cette tâche-là. Donc par exemple, mettre une bordure sur la div X. Bon, OK. Donc là, tu modifies ton code. Et souvent, toi. Comment ? Ça t'arrive souvent, ça. Moi, ça arrive tous les jours. Quand je fais des projets intranet, tu vois. Et donc voilà, donc concrètement, tu peux interagir avec lui tout au cours du processus. Et derrière, tu vas avoir les diffs sur ton code et tu peux aussi directement modifier le code, bien sûr. Et à partir de là, donc il te génère tout ça. Et ensuite, l'étape d'après, ça va être l'implémentation finalement. Donc les tests que toi, tu vas réaliser. Du coup, tu peux récupérer directement le code space. Donc une branche qui est créée depuis le workspace sur lequel tu travailles. Et donc que tu vas pouvoir build et tester. D'ailleurs, tu peux implémenter les tests aussi dessus. Et du coup, décider de, OK, est-ce que ce qui m'a généré, ça me va ? Est-ce que ça me va pas ? Parce que effectivement, il faut prendre un petit peu des gants parce que ça peut pas, sur des grosses features et tout ça, ça peut être un très bon axe de réflexion, c'est-à-dire que ça peut apporter un start. Une aide, une aide. T'évites la page blanche, comme le fait l'IA générative. Effectivement. En fait, ça te permet de démarrer d'un point de départ et de t'imaginer les tâches que tu vas avoir besoin de faire. Et de là, en plus, ça peut créer de la discussion parce que c'est vachement communautaire entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux partager ton code space avec d'autres développeurs qui ont accès au repo et du coup de là eux vont recevoir toutes les actions que tu as effectuées, donc potentiellement le travail que tu as fait avec l'IA. Au final c'est comme un peu un collaborateur qui est avec toi et avec lequel tu interagis, et derrière hop tu le soumets à la vision d'un autre de tes collaborateurs et du coup il a toute la réflexion que tu t'es faite avec l'IA, tout le plan que vous avez générés tous les deux, et il peut y avoir d'autres avis et d'autres modifications. C'est-à-dire que si ton collègue pense à quelque chose auquel tu n'as pas pensé pour ta feature, il peut faire la modification soit directement dans le code, soit réajuster le plan de l'IA. Et ça, c'est franchement... Ce qui est hyper pertinent, et tu vois, c'est que ça me rappelle ce qu'on avait évoqué quand on disait que Microsoft mettait Copilot M365 comme la énième personne maintenant du meeting, que tout le monde peut voir et interagir avec. C'est un peu la même chose, c'est qu'on va un cran plus loin dans l'expérience. Toi, tu pouvais, à titre perso, t'aider à générer du code. Là, tu
tu t'aides à travailler sur un projet. C'est-à-dire qu'il a la vue globale de l'impact projet et pas juste l'encadré dans lequel tu développes, mais vraiment une interaction globale. Et tu vas pouvoir ça devient collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde voit cette même agent, ce même collaborateur. C'est un membre de l'équipe, en fait. C'est un membre de l'équipe et tu vas vers une vraie collaboration. Ouais, tu passes plus d'un assistant à un acteur, en fait, réellement dans ton projet, quoi. Là, Exactement. Comme on sait toutes les différences entre les différents niveaux d'IA, aujourd'hui, on est beaucoup sur le niveau assistant, parce que je trouve que le mot agent est utilisateur à travers, mais on va pas faire l'histoire ici, vous le savez, je pense que tu le sais mieux que moi, mais on va avoir les assistants d'un côté, vraiment, les agents autonomes dans leur coin, et on va avoir le collaborateur virtuel qui va arriver. C'est le fantasme de l'IA depuis Jules Verne, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que ça peut être super. Donc pour toi, ça va être un super produit. Enfin, en tout cas, tu vois ça d'un bon œil. Moi, je vois ça d'un très bon œil. Après, encore une fois, faut faire attention parce que ça remplace pas un développeur compétent. C'est-à-dire que effectivement. alors, tu soulignes, il n'a pas dit ça remplace pas un développeur, ça remplace pas un développeur compétent. En même temps, tu donnes des outils à un artisan. Si l'artisan il est mauvais, il va pas faire de miracle avec. C'est un peu l'idée. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est un tremplin. C'est-à-dire que ça va vraiment, effectivement, accélérer énormément l'initialisation de tes features. Et du coup, de surcroît, ça va forcément améliorer le rendement de ton application, étant donné que tu te concentres exactement sur les soucis qu'a ton application ou les features importantes de ton application ou les éléments de conception importants. Alors, ce qui est intéressant en plus dans ce qu'on se dit, c'est que c'est une technical preview, mais il y a un acteur, et je t'en ai parlé, Maxime, juste avant, qui a un peu pris les devants, c'est Claude. Quand tu as Claude 3.7 aujourd'hui en abonnement payant, j'ai testé, moi je suis pas développeur, donc j'ai essayé de me dire est-ce que je sais développer une app. Et du coup, ils ont vraiment, en termes d'expérience, créé à peu près la même chose, mais donc du coup c'est disponible, où en gros, il t'organise tes fichiers, comme je te disais, .js, etc. Il va te proposer les modifs qu'il va appliquer sur quel fichier. Tu verras les versions. Tu as une notion de versionning, donc il t'affiche toujours la dernière version, mais tu es dans une plateforme. Tu n'es pas dans VS Code, quoi. Tu es dans ta plateforme et tu as ton espace collaboratif où en gros tu peux créer ton projet et il vient manipuler, etc. Et après tu pourras copier ton code, l'implémenter, etc. Donc et je t'avais dit, moi je trouve qu'en termes d'UX c'était incroyable parce que on passe juste de la fenêtre de prompt ChatGPT classique où il me génère du code à un espèce de workspace de travail où je vois mes modules, je commence à voir un squelette d'app finalement, alors que je suis pas dans Visual Studio. Et par contre, là où ça va être plus impactant, c'est que ça vient de GitHub, donc, qui est vraiment l'outil le plus avancé aujourd'hui avec Visual Studio, mais en tout cas l'écosystème, notamment aussi de développeurs, le plus avancé au monde. Et du coup, on sait que quand ils vont le sortir, ça va être certainement monstrueux. Ils seront allés beaucoup plus loin. Les intégrations avec Azure DevOps, tu seras beaucoup plus en mode projet que Claude, qui reste quand même dans ton petit workspace alone d'IA générative. Mais donc, on voit très bien ce que ça peut donner parce qu'il y a un petit coup d'avance chez la concurrence. Moi, surtout, c'est le lien avec d'autres sujets qu'on a déjà évoqués ici. C'est la partie assistant pour t'aider à créer tes stories. C'est-à-dire que tu pars de ton post-it et il te permet d'avoir le raisonnement, visuellement, de création d'une story, et parce il y a un modèle que Microsoft teste en Power Platform et qu'ensuite ils vont passer sur Azure DevOps, qu'ils ont entraîné au raisonnement de conception et de création de projets applicatifs. Et donc tu cumules, tu commences à lier tout ensemble. Voilà. Par contre, juste, tu vois, l'exemple que tu donnes, moi je veux juste donner une anecdote. Je pense qu'il faut quand même faire attention au fait, comme tu dis, je ne suis pas développeur, j'ai vu tous ces outils, parce que là, je ne vais pas donner le nom parce que l'histoire finit mal, mais il y a une certaine startup dont beaucoup de gens ont entendu parler récemment, qui se vantait de n'avoir zéro développeur, la startup. Elle s'en est vantée, elle a sorti ses produits, le mec, il a fait le buzz. C'est simple, des pirates ont fait « Ok, t'es venu en zéro dev, mec !» Ils ont coulé l'entreprise en 24 heures parce que la cybersécu, la qualité du code, ça reste le travail de gens comme Maxime. Donc aujourd'hui, les IA n'y sont pas. Je vais aborder ton anecdote parce que qu'est-ce que j'ai dit à Maxime? J'ai dit, moi j'ai essayé et j'ai rien sorti aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec une bonne pile de code et je me suis dit, waouh, j'ai fait une app. Et derrière, j'ai essayé de la générer. Que dalle. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi. Mais donc ça prouve bien, en effet, l'écart qu'il y a. On va pas s'improviser développeurs. Le fait que tu rajoutes les développeurs compétents, c'est qu'à un moment, ce besoin d'analyser ce qui a été produit, de le remettre en question, etc., reste essentiel. Par contre, pour les développeurs compétents, on sent que ça va être une killer feature.
Oui, clairement. Non, mais et au-delà de ça, il faut savoir débugger quand même, parce que, comme je disais, elle génère du code, mais des fois, elle n'est pas omnisciente, c'est-à-dire que voilà, c'est pas non plus un cerveau humain encore. Donc, elle va générer du code qui est parfois imparfait, parfois mal adapté. Non, mais c'est une base de travail. C'est à toi après de jouer avec elle, de l'utiliser de la bonne manière pour qu'elle aille où tu veux aller. Est-ce qu'on pourrait faire l'analogie de... je suis un peu ancien combattant qui parle, mais aujourd'hui, plein de gens te disent « Ouais, l'IA, c'est pas bien pour générer du code, gna gna gna, ça fait source d'erreur, on sait plus ce qu'on fait. » Mais en vrai, est-ce que c'est pas la même chose que de passer de l'assembleur à du C, à du basique? En fait, qu'à chaque fois, on rajoute des surcouches d'aide et que la différence entre le bon et le mauvais chasseur, entre le bon et le mauvais développeur, c'est comment tu vas exploiter ces nouveaux outils. C'est pas l'outil le problème, c'est plutôt ce que tu vas en faire. Alors, connaître les limites, les avantages. Déjà, moi je trouve que la communauté parfois est un peu réfractaire au changement. C'est pour ça, en fait, quand t'es lié à une techno, à un outil, quand t'es expert dessus, c'est dur de passer à autre chose et c'est dur d'évoluer et de passer à la next step, quoi, et de faire avec son temps. Mais effectivement, pour moi, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte et qui va potentiellement être un tremplin important. Ouais, ça. On va finir là-dessus, Maxime, parce que le temps joue contre nous. Mais par contre, c'était une bonne présentation de GitHub Copilot Workspace et je t'en remercie parce que, comme je t'ai dit, moi j'ai en souvenir quelques screenshots des choses. Ouais. Je vois à peu près ce que Microsoft avait présenté, mais depuis, j'en ai pas réentendu parler. Et je me disais, mince, on loupe peut-être quelque chose et il faut qu'on puisse traiter le sujet. Donc maintenant, c'est connu, on va suivre le sujet et j'espère que tu seras là sur d'autres épisodes pour aller creuser d'autres pistes côté Azure.net parce qu'on a certainement beaucoup de choses à évoquer.